Bonjour Charles, Bonjour Louise. bienvenue sur InPower. Merci. Je suis ravie de t'accueillir. J'aime particulièrement parler philosophie sur cette chaîne, donc je suis ravie de pouvoir en discuter avec toi. On a un beau programme devant nous, mais la première question que je pose à tous mes invités, tout d'abord, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Cette précision est importante. Tout à fait. Je m'appelle Charles. Je me définis comme vulgarisateur de philosophie, puisque j'ai une chaîne YouTube et un podcast où je parle de philosophie qui s'appelle Le Précepteur. Et mon travail, c'est d'initier les gens à la philosophie. J'insiste sur le mot « initier » parce que je m'adresse à des gens dont la philosophie n'est pas la spécialité. Je ne m'adresse pas à des étudiants, je ne m'adresse pas à des élèves. Je m'adresse à ce que j'appelle des gens normaux, avec tous les guillemets qu'on voudra. C'est-à-dire à des gens qui ont une curiosité, un intérêt pour la réflexion, pour la pensée, qui sont ouverts à des points de vue différents, qui aiment penser contre eux-mêmes. Je pense que ça, c'est une grande dimension de la philosophie, le fait d'aller oser penser contre soi-même, donc de remettre en cause ses préjugés, ses croyances. Et j'essaye de m'adresser à ces gens normaux de manière accessible, de manière concrète, parce que je trouve que la vulgarisation de la philosophie souffre d'un gros défaut, qui est que soit on s'adresse aux gens comme s'ils étaient déjà spécialistes, donc avec des mots compliqués, et finalement on passe complètement à côté de notre travail de vulgarisation, qui est de transmettre. Vulgariser, c'est quoi? C'est démocratiser. Ou soit on s'adresse aux gens comme si c'était des enfants. Et donc finalement, on sacrifie le fond à la forme, et ça peut être très agréable à écouter, mais à la fin, on n'en a rien retenu. J'essaye de trouver un équilibre, un compromis entre ces deux extrêmes, c'est-à-dire de m'adresser aux gens comme à des adultes, mais pas comme à des élèves, et de leur faire confiance aussi pour comprendre, et parfois pour employer des mots un peu techniques, que je définis, qui se comprennent dans le contexte. Mais l'idée, c'est vraiment d'initier les gens à la philosophie à travers ce qu'on appelle les grands philosophes. Là encore, c'est très arbitraire, parce que qui définit, qui décide qui est un grand philosophe? Mais des philosophes comme Platon, Spinoza, Kant, Sartre, et j'en passe. Essayer de mettre ces penseurs à la portée de l'esprit de tout un chacun. C'est quoi le plus beau compliment qu'on peut te faire? Le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est je pensais que la philosophie n'était pas faite pour moi. Et maintenant que je vous écoute, je me rends compte qu'en fait, si, la philosophie est faite pour moi. Et c'est d'ailleurs ce qui a déterminé le titre de mon livre, qui s'appelle « La philosophie, c'est pour vous aussi ». Parce que c'est une réponse à cette idée, à ce préjugé selon laquelle la philosophie serait réservée finalement à une caste de privilégiés, d'intellectuels, de gens qui ont grandi au milieu des livres. Pas du tout. Moi, je ne suis pas né au milieu des livres, concrètement. J'y suis venu, j'ai beaucoup travaillé, et puis à l'issue de ce travail, je me suis rendu compte que j'avais mis la philosophie sur un piédestal. C'est-à-dire que moi-même, j'étais victime du préjugé que je combats aujourd'hui. D'ailleurs, je pensais que la philosophie n'était pas vraiment faite pour moi, et chaque année, je doutais de ma capacité à mener à terme mes études de philosophie. Chaque année, je croyais que ça allait être la dernière année. Je croyais que j'allais arrêter la philosophie et faire, entre guillemets, de vraies études pour faire un vrai métier. Donc j'ai envisagé le journalisme, par exemple. Mais finalement, chaque année, ça me plaisait de faire de la philosophie. Même quand je ne comprenais pas, ça me plaisait. Parce que ça me plaisait de me confronter à des pensées qu'il fallait décrypter, décoder. Et donc j'ai persisté, j'ai continué. Et à ce moment-là, je me suis dit, fais-toi la promesse que quand tu parleras de philosophie, tu ne prendras pas de haut et tu ne mépriseras pas les gens qui n'ont pas le bagage, tu sais, en termes de vocabulaire, qui n'ont pas les compétences Les techniques. codes, Ouais, voilà, les codes. Et de toujours te mettre au niveau des gens. Et se mettre au niveau des gens, ça ne veut pas dire leur parler comme à des enfants, comme je disais tout à l'heure. Ça veut dire leur parler normalement. Et leur montrer que les philosophes disent parfois de manière très compliquée des choses assez simples. Et des choses qui s'enracinent et qui s'illustrent dans le vécu. C'est-à-dire que la plupart des sujets abordés par les grands philosophes, ce sont des sujets sur lesquels on se questionne tous de par notre vie quotidienne. Tu vois, par exemple, un auteur très compliqué comme Heidegger parle du temps. Et il en parle de manière compliquée. Mais le temps, c'est une interrogation qu'on a tous quand on se regarde dans le miroir le matin et qu'on voit pousser les premiers cheveux blancs, ou quand on voit les premières rides apparaître, ou quand on se dit, tiens, c'est mon anniversaire, j'ai pas vu le temps passer, déjà une année de plus.
Et on se questionne à partir de là, on se questionne à partir de situations vécues et concrètes. Ben moi, j'essaie d'utiliser ce genre d'exemple du quotidien pour expliquer les auteurs les plus complexes en apparence. Quand est-ce que tu as été d'abord, on va dire, initié, toi, à la philosophie? Et je serais curieuse que tu nous parles en effet de l'environnement dans lequel tu as grandi. Tu en parles au début de ton livre. Oui. Et c'est vrai que, comme tu dis, rien ne te prédestinait à la philosophie. Et c'est un bon exemple, je trouve, du fait que bien qu'il y ait des déterminismes, on peut s'en extraire si on a une appétence, si on a un certain encouragement aussi, un certain soutien. Oui. Donc c'était comment pour toi quand tu étais enfant? Alors je te remercie de me poser cette question. Et effectivement, ça nous donnera l'occasion de parler du déterminisme, de ce qu'est et de ce qui n'est pas aussi le déterminisme. Je dirais que la philosophie m'a toujours intéressé, même avant que je connaisse l'existence du mot philosophie. C'est-à-dire que quand j'étais petit, je me souviens que je me posais des questions sur la mort, sur Dieu, sur le sens des choses. Et ces réflexions m'ont nourri, accompagné durant toute mon enfance, jusqu'à ce que j'apprenne un jour qu'il y avait une discipline qui se proposait, sinon de résoudre, du moins d'interroger ces questions. Les questions liées au sens de l'existence et de la réalité, pour le dire très très vite. Alors, je dirais que quand j'étais au lycée, en cours de français, on étudiait des textes qui avaient déjà une dimension philosophique, en tout cas sur lesquels j'avais un regard, une interrogation philosophique. Et puis en terminale, j'ai rencontré cette discipline et je suis tombé sur un excellent professeur. J'ai eu cette chance parce que c'est pas le cas de tout le monde. Souvent, la philosophie en terminale, ça passe ou ça casse. Totalement. Si on a eu le prof, je ne veux pas dire bon ou mauvais parce que c'est plus compliqué, mais si on a eu le prof qui nous a accrochés, qui nous a donné l'intérêt, la curiosité, on a de la chance. Et dans le cas contraire, on n'a pas de chance. Ça ne veut pas dire que la philosophie n'est pas faite pour nous. J'ai eu cette chance de tomber sur un bon professeur, selon moi, qui m'a donné goût, qui m'a donné envie et qui m'a fait comprendre aussi que la philosophie, c'était pas simple. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que la philosophie, c'était juste se poser des questions et puis donner son avis. Et en fait, non. Parce que donner son avis, tout le monde peut le faire. Tout le monde a un avis sur tout. Mais c'est pas ça, faire de la philosophie. Faire de la philosophie, c'est questionner son avis. C'est se demander pourquoi on a tel avis. C'est se demander dans quelle mesure l'avis contraire peut aussi être pertinent, peut avoir une raison d'être. Et alors, peut-être pas au début, parce qu'au début, j'étais comme tous les adolescents un peu fougueux, très sûr de moi-même, très convaincu de détenir la vérité, de mieux savoir que les autres. Et puis plus j'avançais, plus j'apprenais, plus je me rendais compte, un peu comme Socrate, de tout ce que j'ignorais, et plus je devenais sensible et réceptif au point de vue des autres. Et donc j'ai fait des études de philosophie à Montpellier. Je mentirais si je disais que ça s'est bien passé, parce que je tombais sur des programmes, des cours et des philosophes que je trouvais très compliqués. Et parfois, je me disais peut-être que c'est pas fait pour toi et peut-être qu'il faut que tu changes ton fusil d'épaule. Donc j'ai quand même persisté et finalement, j'en suis heureux aujourd'hui parce que maintenant, je peux parler de la plupart des philosophes avec une certaine aisance, en les simplifiant aussi parce que c'est pas toujours simple. Mais voilà, ma rencontre a été progressive avec la philosophie. J'avais un intérêt pour le questionnement, mais j'ai vraiment épousé la philosophie au bout de pas mal d'années de pratique. Tes parents t'ont dit quoi quand tu leur as dit papa, maman, moi je vais faire des études de philosophie? Alors j'ai eu cette chance aussi d'avoir des parents qui m'ont toujours laissé libre, fait confiance et encouragé. C'est-à-dire que j'étais un bon élève et pour mes parents c'était déjà suffisant, c'était déjà génial parce que mes parents n'ont pas fait d'études, ce sont des prolétaires, des gens qui avaient en tout cas un travail sans qualification, et pour eux, le fait que leurs enfants réussissent à l'école, c'était déjà un signe de réussite. Quoi qu'ils fassent après, quoi qu'ils fassent derrière. Et donc, quand je leur ai dit que je faisais de la philosophie, alors, ils n'ont pas vraiment compris ce que j'allais faire concrètement. Même moi, d'ailleurs, quand j'ai commencé la philosophie, je ne savais pas vraiment en quoi ça consistait. Mais en tout cas, ils m'ont toujours encouragé, soutenu. Mais disons qu'on n'avait pas de grandes conversations philosophiques à la maison. Voilà, il n'y avait pas vraiment de livres et de bibliothèques à la maison. Et c'est un peu moi tout seul de mon côté qui m'y suis intéressé. Et donc, pour parler du déterminisme, je dirais que je n'étais pas déterminé au sens de conditionné, je n'étais pas prédisposé à faire de la philosophie parce que venant d'un milieu prolétaire, parce que
voilà, pas de capital social très important, de capital symbolique et culturel très important à la maison. Mais ça m'a intéressé et à un moment donné, j'ai cessé de me poser des questions. Je me suis pas dit, tiens, je suis une anomalie statistique. Je ne devrais pas m'intéresser à la philosophie compte tenu de mon origine sociale. Non, j'y suis allé. C'est pour ça que je dis que le déterminisme, il faut toujours faire attention. Le déterminisme n'exclut pas les exceptions, les cas particuliers et les trajectoires singulières. Le déterminisme définit une tendance générale. Mais ce n'est pas, ça ne s'applique pas au cas particulier. C'est pas une fatalité. C'est ça, exactement, c'est pas une fatalité. Et d'ailleurs, le déterminisme inclut les exceptions. Parce que j'ai été déterminé autant que tout le monde à suivre la trajectoire qui a été la mienne. Et donc, dans mon déterminisme à moi, il y a quelque chose qui m'a amené vers la philosophie. Donc, le déterminisme, il est toujours multifactoriel, c'est ça que je veux dire. Et j'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens confondent déterminisme et fatalisme. Et donc, ils se disent, ça sert à rien finalement, ça sert à rien de faire des efforts, ça sert à rien de tenter des aventures, parce que quoi qu'il arrive, on est déjà déterminé. Je dis attention, ça c'est le destin, c'est la prédestination qui dit ça. Mais le déterminisme ne dit pas que tout est écrit d'avance. Le déterminisme dit tout est en train de s'écrire. Donc à chaque fois que tu es en train de faire quelque chose, tu es en train d'écrire ton histoire. Les raisons pour lesquelles tu écris ton histoire comme tu l'écris, ça ne t'appartient pas, ça te dépasse quelque part. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être inactif, ça ne veut pas dire qu'il faut être passif. Donc le déterminisme n'est pas la passivité, c'est là-dessus que je voulais insister. J'ai envie de te poser une autre question par rapport à ce sujet, parce que je crois qu'on n'en a pas vraiment encore parlé sur le podcast. Comment on vit ensuite le fait d'être transfuge de classe ? Dans le sens où j'imagine qu'après, t'as pas forcément les mêmes références que ton entourage, pas forcément la même façon de parler, pas forcément peut-être les mêmes aspirations, t'as même pas le même niveau de vie. Et de ce que j'ai pu entendre d'amis autour de moi, je sais que c'est pas toujours facile à vivre et encore moins le fait d'en parler parce que du coup, on n'a pas le droit de se sentir mal vu qu'on a connu une ascension sociale. Comment tu l'as vécu ? Ça, c'est une excellente question. L'avantage que j'ai eu dans mon parcours, c'est que quand j'ai commencé mes études à 18 ans, en parallèle, je travaillais. J'avais un travail d'employé manutentionnaire dans une grande surface que j'ai gardé pendant 10 ans, c'est-à-dire jusqu'à mes 28 ans. Et de par ce travail qui m'occupait les week-ends, les vacances scolaires, travail de nuit, les jours fériés, enfin bref, j'étais toujours en contact avec ce monde dont je venais. Et je peux même dire, je l'ai souvent dit à l'époque, que je m'entendais beaucoup mieux avec mes collègues de travail qu'avec mes collègues étudiants. Parce que je me sentais plus proche d'eux. Mes collègues de travail, je comprenais ce qu'ils me disaient. Je voyais des gens, alors le mot est à la mode, authentiques. C'est-à-dire des gens qui ne faisaient pas semblant, des gens qui n'étaient pas dans la pose et dans la posture. Ce que je voyais beaucoup chez les étudiants. Je voyais beaucoup d'étudiants bourgeois m'expliquer comment allait advenir la révolution sociale prolétarienne. Ça m'amusait parce que je me disais, il y a une petite incohérence là-dedans. Je fréquentais des prolétaires qui ne parlaient pas de révolution. Mais en revanche, c'était des vrais prolétaires. Et c'était ce que j'appelle des gens normaux. Et du coup, ces gens-là que je côtoyais m'encourageaient à continuer mes études en me disant, tu sais, Charles, si tu as cette opportunité de faire autre chose que de travailler à Auchan, pour ne pas le citer, je travaillais à Auchan, si tu as l'opportunité de faire quelque chose de plus confortable, de plus agréable et de mieux payé, on considérait comme une insulte que tu ne le fasses pas. On considérait comme une insulte que tu restes ici, que tu sois toujours là dans 10, 15 ou 20 ans. Tu sais, c'est un peu comme dans le film Will Hunting, je ne sais pas si tu l'as vu, où à la fin, le meilleur ami de Matt Damon lui dit, avec les capacités intellectuelles que tu as, si je te vois encore là dans 10 ans, je vais te corriger. Parce que on le prendra comme une insulte. Pourquoi ? Parce que nous, on aimerait avoir des opportunités à saisir pour pouvoir faire quelque chose de plus agréable. Ce qui fait que, ayant réussi mes études, ayant commencé à devenir enseignant, puis vulgarisateur de philosophie sur YouTube, et ayant connu un petit succès, un succès relatif en tout cas, je n'ai jamais eu honte de cette trajectoire et de cette ascension sociale, parce que je sais que les gens que je côtoyais à l'époque, c'est ce qu'ils me souhaitaient, c'est ce qu'ils voulaient pour moi. Et donc, je n'ai pas cette culpabilité
d'avoir réussi. Le mot est évidemment très ambigu, très équivoque. Mais en tout cas, réussir pour moi, c'est quand tu te lèves le matin en étant content de faire ce que tu vas faire. En fait. Parce que tu as le choix. Parce que tu as le choix, tu n'es pas obligé, tu n'es pas contraint. Tu pars pas travailler en soupirant et en pensant déjà à la fin de la journée que tu espères et que tu attends. Et plus tu attends, plus c'est long. C'est ça, pour moi. Enfin, en tout cas, c'est ce que je voulais éviter. C'est-à-dire de subir je voulais faire ce que j'aime. Tout simplement faire ce que j'aime. Et ça, c'est le plus grand des privilèges en réalité. Et donc, effectivement, il y a un petit décalage entre la personne que je suis devenue et la personne que j'étais, entre le milieu social dans lequel je navigue actuellement et le milieu social dont je viens, mais en réalité, la différence n'est pas si importante. Et je me sentirai toujours plus à l'aise dans un bistrot populaire que dans une salle de conférence. J'ai toujours une pointe d'appréhension, tu sais, ce fameux syndrome de l'imposteur, de ne pas être à sa place. Je ne me sens pas à ma place, entouré d'intellectuels, et de gens qui vont me poser des questions très intellectuelles ou à prétention intellectuelle et où je suis obligé de me concentrer, de me dire est-ce que j'ai bien compris sa question? Est-ce que je lui fais bien la réponse qu'il attend? Il y a aussi beaucoup ce jeu de correspondre à l'attente sociale et à la projection dans le regard des autres de ce que tu dois être. Et moi, j'assume mon côté un peu plus prolo, un peu plus populo, un peu plus gars normal. Comme je dis souvent, je ne suis pas un philosophe qui s'intéresse à la réalité. Je suis un mec normal qui s'intéresse à la philosophie et ça fait toute la différence. C'est ce qui fait que là, par exemple, je sais que les gens nous comprennent. Ils sont en train de comprendre tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, quand bien même on parlerait de choses un peu conceptuelles comme le déterminisme ou comme la mobilité sociale ou ce genre de choses. Parce que parler normalement, c'est ce qui fait que tout le monde te comprend. Et je ne vois pas au nom de quoi je devrais changer cette manière d'être. Donc je suis très fier de mes origines, mais pas fier au sens où je veux revendiquer une identité. Pas du tout. Hein. Comme je dis, hein, quand on vient d'en bas, quand on vient des classes populaires, notre désir le plus ardent, c'est d'en sortir. Pourquoi? Parce que on souhaite avoir la meilleure vie possible. On souhaite la meilleure vie pour ses enfants. On espère que ces enfants vont réussir, comme mes parents espéraient que je réussisse. C'est ce qui a fait aussi qu'ils m'ont autant encouragé. Donc, je suis toujours plus en décalage avec les milieux intellectuels qu'avec le milieu populaire dont je proviens. Comment on trouve sa place? Ça, c'est une excellente question. Je pense que notre place, elle est en grande partie déterminée par le regard des autres. C'est-à-dire par ce qu'on imagine devoir être notre place. Tu sais, quand on pense à soi-même, à ce qu'on est, à ce qu'on veut être, on opère toujours, même sans s'en rendre compte, un détachement, comme une sorte de dissociation de soi avec soi. Et on devient l'observateur de sa propre personne. Des philosophes comme Kant parlent de ça, il appelle ça la conscience phénoménale, la conscience transcendantale. C'est tout ce qui fait qu'on va s'analyser soi-même comme objet. Et je pense qu'on a vis-à-vis de soi le regard des autres ou ce qu'on pense être le regard des autres. Et donc notre place, elle n'est jamais conforme exactement à ce qu'on est, elle est plus conforme à l'image qu'on a de nous-mêmes. Tu sais, il y a cette étude qui a été faite, j'aurais pas la source là en tête, qui disait que quand on répondait à des tests de personnalité, on ne répondait jamais ce qu'on était, on répondait toujours soit on veut être. Ouais, voilà, ce qu'on voulait être, soit ce qu'on imaginait être la manière des autres de nous percevoir. Donc on n'est jamais vraiment soi-même. Et donc si être à sa place ou à sa juste place, c'est être soi-même, moi je dis que c'est peut-être à la fin de sa vie qu'on apprend et qu'on découvre qui on est. Qu'est-ce que toi tu as arrêté de faire ou d'être pour être plus proche de toi? J'ai essayé, et je dis pas que j'y arrive tout le temps, j'ai essayé de ne pas m'enfermer dans une essence, de ne pas m'essentialiser. On grandit et on évolue avec des croyances sur soi-même qui sont parfois nécessaires. Par exemple, si tu as grandi dans un environnement dur, familial ou social dur, tu es obligé de te forger une armure, une carapace. Et puis finalement, cette carapace, tu vas l'adopter comme une partie de ton identité. Donc tu vas te retrouver des fois à faire preuve d'agressivité envers les autres de manière totalement injustifiée, juste parce que t'as grandi comme ça, t'en as eu besoin pour te protéger quand t'étais enfant. Et au final, tu finis par croire que tu es essentiellement, au sens de, c'est ton essence, d'être agressif dans la confrontation, dans l'adversité, tu sais, la recherche d'adversaires, la recherche d'ennemis. Alors que pas du tout. C'est juste un conditionnement social
dont on peut se déconditionner, même si c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, eh bien, moi, pendant longtemps, j'étais convaincu que j'étais, voilà, Charles, il est dans, non pas le conflit, mais en tout cas, dans le contact. Tu vois, avec tout ce que ça peut aussi impliquer parfois de création de conflits, justement, malgré soi. Et puis, un jour, je me suis vu à la caméra et je me suis trouvé agressif, visuellement agressif. Pas dans le fond, pas dans le propos, mais dans la manière d'être, dans ce que je dégageais. Et ce jour-là, je me suis dit, Charles, tu n'as pas envie d'être cette personne. Tu n'as pas envie de faire peur aux gens quand tu t'exprimes. Au contraire, ton but, c'est qu'on t'écoute. Et pour qu'on t'écoute, il faut quand même créer un climat de confiance, de paix, d'harmonie. Donc, il faut que tu t'adoucisses. Et ce jour-là, j'ai compris que je m'étais auto-essentialisé. C'est-à-dire que j'étais complice de ce trait de personnalité que j'avais entretenu en moi sans même m'en rendre compte. Et je pense qu'on en est tous là. On s'identifie tous, on se définit. Tu vois, le truc de 3 mots pour te décrire. Et souvent, c'est presque de la récitation. On sait ce qui nous définit. Mais en réalité, non. Et c'est Sartre qui parlait de ça. Il parlait de cet essentialisme qu'on fait sur les autres et qu'on fait sur nous-mêmes. Quand on définit les choses et les êtres humains, quand on les caractérise comme s'ils ne pouvaient pas en sortir. Alors même que l'essence de l'être humain, nous dit Sartre, c'est la liberté, c'est-à-dire la possibilité de sortir de ses essences, de sortir de ces caractéristiques dont on croit qu'elles font partie de nous. Tu vois, pendant longtemps, j'étais fumeur. Eh ben, je pensais qu'être fumeur faisait partie de mon identité. Et un jour, j'ai arrêté de fumer et je me suis bien rendu compte que fumer ne faisait pas partie de mon identité parce que l'identité, ça se renouvelle et ça se réinvente chaque jour. Est-ce que ça se choisit? Non, je pense pas que ça se choisisse. Je pense qu'on peut par contre en avoir conscience. Ce qui n'est pas la même chose. Donc là, ça me fait penser et donc parler de Spinoza. Spinoza disait qu'on était totalement déterminé, mais que la seule différence, c'est qu'on pouvait être dans un déterminisme passif ou dans un déterminisme actif. Et le déterminisme actif, c'est être conscient du fait qu'on est déterminé. Donc je pense qu'on ne le choisit pas parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide de sortir de son déterminisme? C'est un autre déterminisme qui finalement télescope le premier. Donc on est toujours dans du déterminisme, mais sauf que la vie, c'est pas laisser le déterminisme faire les choix à notre place. C'est pas le déterminisme qui descend du ciel pour agir à notre place. Comme j'aime souvent le dire, personne d'autre que toi-même ne sera l'auteur de ton prochain acte. Et donc tu as beau convoquer tous les déterminismes sociaux, culturels et familiaux que tu veux, il n'empêche que c'est toi qui vas agir. C'est toi qui vas prendre une décision à un moment donné. Et peu importe la chaîne de causalité qui va déterminer ta décision, tu vas devoir prendre cette décision. Mais pour ça, il faut déjà avoir conscience. Qu'est-ce qui te pousse à prendre la décision de créer une chaîne YouTube de vulgarisation philosophique? Alors, la petite histoire de ma chaîne, c'est que à la base, je voulais pas créer une chaîne de philosophie. Je voulais créer une chaîne de pédagogie. D'où le nom, le précepteur. Et d'où d'ailleurs le logo en forme de clé, puisque mon slogan, c'était « La pédagogie est la clé ». La pédagogie au sens de la transmission et l'effort de prise en compte de l'autre dans le travail de transmission. Donc j'étais professeur particulier et j'avais passé une formation qui s'appelait une formation précepteur, justement. Parce que professeur particulier, j'allais dire ça s'improvise pas. Si, au départ ça s'improvise, mais c'est bien d'avoir quand même quelques connaissances, et notamment en termes de psychologie, pour s'adapter au maximum aux élèves. Et j'étais passionné par ça, par la transmission et par comment éveiller la curiosité de l'autre, comment lui donner de l'intérêt pour des sujets qui ne l'intéressent pas forcément de prime abord. Et à chaque fois, je revenais sur cet aspect fondamental, selon moi, qui est d'essayer de comprendre l'autre. Et donc l'empathie. J'avais commencé à faire des vidéos sur ma chaîne pour parler de pédagogie, parler d'éducation, parler de techniques d'apprentissage. Et puis un jour, un peu pour m'amuser, j'ai fait une vidéo totalement improvisée et dans des conditions techniques déplorables sur Schopenhauer et la métaphysique du sexe chez Schopenhauer. Parce que c'est un auteur que j'avais découvert pas longtemps auparavant et j'avais vraiment été très impressionné par sa pensée. Et j'ai voulu en parler comme ça, de manière un peu improvisée. Et les gens ont adoré.
Et donc, ils m'ont réclamé de futurs épisodes sur d'autres philosophes. Et c'est comme ça que, bon an, mal an, j'ai fini par céder à la demande populaire de mon public de faire des épisodes axés sur la philosophie. Et donc, c'est comme ça que la chaîne est née, qu'elle est devenue ensuite une chaîne de philosophie et non pas de pédagogie. Mais j'ai gardé le nom parce que je trouvais que ça faisait partie de l'identité de la chaîne aussi. Ouais. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 7 ans. Okay. Est-ce que tu avais des aspirations particulières en créant cette chaîne? Oui, j'espérais que la chaîne rencontre le succès quand même. Ok. D'ailleurs, au départ, j'avais tout fait pour coller, tu sais, au code de YouTubesque, avec un montage très dynamique, avec des petits effets spéciaux, des incrustations au montage. Et ça prenait pas plus que ça. Et c'est quand j'ai fait ce fameux épisode sur Schopenhauer qui était très long et très lent, et qui a extrêmement bien fonctionné, que je me suis rendu compte que j'avais fait fausse route sur ce que je croyais être la recette du succès. Et que finalement, peut-être que faire les choses un peu plus comme je le sentais, comme j'avais envie de le faire, ça devait se sentir d'une façon ou d'une autre, et les gens ont bien plus accroché. Alors j'ai été un précurseur sans le savoir des formats longs, parce qu'aujourd'hui les formats longs ont la cote, en même temps que les formats très courts d'ailleurs. Ouais. Mais les formats intermédiaires ont moins la cote aujourd'hui. Et donc, sans le savoir, en important ce qui était à l'époque un format radiophonique, c'est-à-dire que de la voix assez long et très méditatif dans la forme, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Donc je m'attendais, non, mais en tout cas j'espérais que la chaîne fonctionne, et surtout j'espérais réconcilier les gens avec au départ la pédagogie, puis la philosophie, je dirais globalement avec la pensée et avec l'altérité. Parce que pour moi c'est ça qui est fondamental, hein. C'est comprendre l'autre, essayer de comprendre l'autre, essayer d'aller vers l'autre et de ne pas partir du principe que si l'autre pense autrement que moi, c'est forcément qu'il a tort, c'est forcément qu'il est bête, ou qu'il est conditionné justement à penser comme il pense. Je pense qu'il y a toujours des choses à prendre dans les autres pensées. Ça ne veut pas dire adhérer, mais ça veut dire essayer de mieux comprendre, élargir notre rayon de compréhension, notre rayon de conscience. En ce moment, je réfléchis beaucoup et je travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. Et je me suis rendu compte, presque sans le vouloir, que j'avais vis-à-vis de l'intelligence artificielle finalement le même jugement que j'ai à l'égard de l'altérité intellectuelle, c'est-à-dire du fait qu'il ne faut pas catégoriser la pensée de l'autre, il faut essayer de prendre ce qui nourrit la réflexion. Et qu'une pensée soit générée par IA, par exemple, ça ne me choque pas et ça ne me dérange pas du moment que la pensée est pertinente et du moment qu'elle peut apporter quelque chose. Donc cultiver l'intérêt pour l'autre, l'empathie intellectuelle, c'était ça mon objectif et je pense de ce point de vue-là qu'il est atteint. C'est vrai que c'est... J'ai pas les statistiques sur le sujet, mais je serais curieuse de savoir à quel point aujourd'hui la pensée se polarise. Et je pense qu'on en est toutes et tous victimes d'une certaine manière, parce que quand ça touche à des sujets qui nous sont chers, aujourd'hui en fait les valeurs sont tellement représentatives de notre identité. Quand on touche à ça, c'est une espèce de levée de bouclier. Pourtant, je suis convaincue qu'on gagnerait à être beaucoup plus, comme tu le dis, dans non pas l'accord, mais la compréhension de la pensée de l'autre. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui nous écoutent si tu vois, là, ils vont prochainement entrer dans un débat qui soit politique, géopolitique, religieux, et qui cristallise comme ça des convictions qui ont valeur presque de vérité, pour ne pas tomber dans le piège actuel de... je trouve qu'il y a vraiment un truc, si je suis très honnête moi, hein, si demain je débat avec quelqu'un, de toute façon tout le monde le sait sur cette chaîne, si demain je débat avec quelqu'un qui est d'extrême droite, en fait il y a plus d'empathie, tu vois. Il y a vraiment une volonté de montrer à l'autre qu'il a tort et en quoi sa pensée est dérangeante. Donc comment, tu vois, si je prends mon cas particulier, je peux entrer dans une forme d'empathie, alors que même ce mot m'écorche un peu de la bouche, tu vois. Je comprends, bien sûr. Je dirais que tu l'as presque dit déjà dans la question. C'est la question de savoir quel est notre objectif. Si tu vas à un débat pour affronter, et j'emploie le mot à dessein, pour affronter un adversaire idéologique,
À ce moment-là, il est normal que tu ne sois pas dans une démarche d'empathie. De la même façon que quand un boxeur monte sur le ring, c'est rarement pour faire des câlins à son adversaire. À la limite, tu peux peut-être faire des câlins après, mais pas pendant le combat. Parce qu'il est là pour gagner. Et je dirais, pour répondre à ta question, le conseil que je peux donner, c'est identifier votre objectif et conscientisez-le. Si votre objectif, c'est de montrer que l'autre a tort, eh bien, assumez-le. Et à ce moment-là, mettez en œuvre toutes les techniques intellectuelles ou rhétoriques qui sont à votre disposition pour gagner le débat. Moi, j'ai fait 2 épisodes sur Schopenhauer et l'art de gagner un débat. Et là-dessus, je ne suis pas dupe. Je pense que quand on fait un débat, c'est pour gagner. Ce n'est pas pour atteindre la vérité. Après, on peut être animé par le sentiment d'être dans le vrai. Et ce sentiment va nous donner de l'énergie pour affronter un adversaire idéologique. Mais sauf que l'adversaire idéologique, il est exactement dans la même situation, mais symétriquement. C'est-à-dire que c'est lui qui pense détenir la vérité. Et quand 2 conceptions du vrai s'affrontent, c'est toujours le vrai qui en pâtit, c'est toujours le vrai qui perd. Parce qu'on confond le vrai avec la conception qu'on en a. Un peu comme dans une forme de fanatisme religieux, tu sais, où c'est toujours au nom du bien qu'on est intégriste, qu'on est fanatique, que certains tombent dans la violence ou dans l'intolérance. C'est parce qu'on veut le salut de l'humanité et le salut de notre prochain. Et c'est extérieurement à cette croyance qu'on voit en fait que c'est du fanatisme. Mais à l'intérieur de notre croyance, on est toujours convaincu de faire ça au nom du vrai et au nom du bien. Donc je disais, identifier son objectif quand on débat. Et l'objectif peut ne pas être justement de débattre et de gagner le débat. D'ailleurs, débat, c'est le pendant rhétorique du combat. Hein, le militaire combat, le militant débat. Mais militaire et militant, la racine est exactement la même. C'est quelqu'un qui sert dans une armée. Et donc, quand on est militant, je comprends qu'on veuille faire gagner son camp. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on a l'obligation, est-ce qu'on a l'injonction de défendre un camp idéologique? Est-ce qu'on le fait par choix? Est-ce qu'on le fait aussi par besoin d'appartenance? Parce que très souvent, on a aussi un besoin, comme on en parlait un peu tout à l'heure, de s'identifier comme ayant telles opinions, comme faisant partie de tel camp idéologique. Et c'est très important pour nous, et on veut le revendiquer, on veut l'assumer. Et je dis souvent aux gens, c'est pas une obligation. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être tout le temps le promoteur et le commercial de ses opinions politiques. On peut être dans un rapport à l'autre qui n'est pas dirigé vers le militantisme. Alors, je sais qu'on est tous plus ou moins militants dès qu'on ouvre la bouche, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'en faire la ligne directrice de notre interaction avec l'autre. Moi, les questions sur lesquelles j'ai le plus évolué politiquement et idéologiquement, ça a toujours été à l'issue de rencontres où quelqu'un me racontait son parcours sans qu'il y ait, une volonté de débattre et une volonté de convaincre. Alors, c'est peut-être ma personnalité. Quand on cherche à me convaincre, je n'entends plus une parole, j'entends un discours. Et la différence entre la parole et le discours, c'est que le discours, c'est ce qu'on déroule, tu sais. Donc, c'est très impersonnel, un peu comme un programme, tu vois. J'entends des slogans, j'entends des phrases toutes faites, des éléments de langage. C'est rationnel et non pas émotionnel. Exactement. Et dans la vie, personne ne fait ça. Dans la vie, on ne s'adresse jamais à l'autre en récitant. On est toujours, comme là, on est en train de le faire, en train de penser au prochain mot qui va sortir de notre bouche parce qu'on ne le sait pas. C'est de la spontanéité, c'est de l'authenticité, là encore. Et moi, je suis plus là-dedans, je suis plus à l'aise dans ce monde-là. Et quand j'entends des fois des discours qui cherchent à me convaincre, il y a quelque chose en moi qui se ferme et qui se bloque. Parce que moi, à ce moment-là, j'ai envie d'une interaction. J'ai pas envie d'un discours vis-à-vis duquel je dois être réceptif, c'est-à-dire être un réceptacle passif. Ça m'intéresse pas. Donc voilà, je dirais aux gens, identifiez vos objectifs, convaincre ou échanger, c'est pas la même chose. Et si vous voulez échanger, dites-vous que ce qui vous semble évident à vous, eh bien votre interlocuteur, pour lui, il y a d'autres évidences qui ne sont pas les vôtres, qu'il croit tout aussi évidentes. Et l'intérêt, c'est d'essayer de le comprendre. Ouais, mais c'est justement ça, je trouve, j'ai l'impression aujourd'hui, la tendance, c'est que tout le monde veut convaincre. C'est que tu vois, il n'y a plus tellement de place à l'échange, parce qu'en vrai, quand tu dis identifier vos objectifs, enfin, tu vois, là, moi, je parle de conversation, de la vie de tous les jours, avec des cousins, des amis, un entourage.
pourquoi voudrait-on entrer dans le débat? Enfin, tu vois, il n'y a pas d'enjeu médiatique, il n'y a pas d'enjeu politique. Et pourtant, ça l'est devenu. Et il y a d'ailleurs cette phrase aussi qu'on entend de plus en plus, je serais curieuse de savoir ce que tu en penses. Tout est politique. Ouais. Et d'un côté, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on peut donner une dimension politique à peu près n'importe quel de nos actes. Après, doit-on le faire ou bénéficie-t-on du fait de le faire? Je sais pas. Tout est politique, j'en suis convaincu. Mais de la même façon que tout est chimique aussi. Et puis tout est psychologique aussi. Et tout est tout ce qu'on veut en fait. Moi je dis que tout est philosophique par exemple, tu vois. Donc chacun prêche pour sa paroisse. Mais dire que tout est politique, ça fait partie de ce que j'appelle les grandes phrases toutes faites. Et les grandes phrases toutes faites, souvent elles ont pour but de ne pas réfléchir plus loin. Donc c'est un peu de la paresse intellectuelle, c'est du slogan quoi. Il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de nuance et surtout, et après, tout est politique. Et donc, quelle est la conclusion de tout ça? Donc oui, tout est politique, mais sauf que quand tu es dans un moment d'échange et de partage et d'amour avec ta moitié ou avec ton enfant ou quoi, à ce moment-là, la politique, elle est très loin. Et ça ne veut pas dire que la situation n'est pas plus ou moins déterminée, conditionnée par des aspects politiques, bien sûr que si. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, tu ne penses pas à la politique. Et heureusement d'ailleurs que tu n'es pas en train de penser à la politique tout le temps dans tes interactions humaines. Fort heureusement, parce que ce serait d'une tristesse infinie. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a le besoin de convaincre l'autre, ou en tout cas d'essayer de le convaincre? Alors si j'étais un peu méchant, ce que je ne suis pas, je dirais que c'est très lié à l'ego et à ce besoin dont je parlais tout à l'heure d'essentialiser. D'ailleurs, le propre de l'ego, c'est d'étiqueter les choses. Parce que ça rassure, hein, d'étiqueter, ça permet d'avoir un sentiment de maîtrise. Et donc, quand on est dans une interaction avec l'autre et qu'on a envie de le convaincre, c'est une manière très indirecte, et pas du tout volontaire, hein, de s'imposer et de triompher de lui quelque part. Mais de triompher tout en donnant du sens à ce triomphe. C'est-à-dire, ce n'est pas une volonté de domination, et encore moins une volonté consciente qui s'exprime à ce moment-là. C'est un besoin d'exister et un besoin de donner du sens. Moi, je dis souvent, et beaucoup de gens n'aiment pas que je dise ça, et je le pense, la politique est la nouvelle religion. Et quand je dis la politique est la nouvelle religion, ça veut dire que la religion qui est tombée en désuétude avec la modernité, disons, c'est pas parce qu'il y a moins de religion qu'il n'y a pas un désir de sens. Et donc, l'esprit humain a besoin de sens et il va investir des causes dans lesquelles il va trouver du sens. Et la politique, c'est une cause qui a du sens. Parce que pourquoi est-ce qu'on s'engage en politique? Pour améliorer la société, pour un monde plus juste, pour un monde soit plus humain, plus équitable. Ou... Après, chacun va avoir ses propres idéaux. Mais le contenant reste le même, c'est-à-dire un désir de monde idéal. Et parfois, ça a été analysé par Ionesco dans sa pièce Rhinocéros, ce désir de monde idéal vire sur le totalitarisme idéologique. Et le totalitarisme idéologique, comme le disait Hannah Arendt, c'est l'absence de pensée. Et c'est pour ça qu'on n'est plus dans la parole et dans l'échange, on est dans le fait d'imposer une manière de voir les choses et de vouloir l'imposer à l'autre en croyant naïvement, et je pense que oui, pour le coup c'est très naïf, qu'il suffit d'asséner quelque chose qu'on croit vrai pour que ça convainque les autres. Souvent, je pense qu'on sous-estime ce facteur-là, on renferme l'autre et on crispe l'autre dans ses positions. C'est ce qu'on appelle la réactance. Plus on va vouloir convaincre l'autre et plus on va produire l'effet inverse. C'est pour ça que je dis souvent, pour m'amuser, les militants sont politiquement neutres, au sens où ils s'auto-neutralisent par leur discours, parce qu'ils créent souvent la contre-réaction à leur propre discours. Et donc, ils ne convainquent pas grand monde, à part les gens qui sont déjà d'accord avec eux. Mais c'est pour ça que je dis que c'est lié à l'ego, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche. C'est-à-dire un besoin aussi de faire des choses qui ont du sens, de dire des choses qui ont du sens, un combat à mener. Enfin, une vie sans combat à mener serait aussi une vie très triste. Alors moi, mon combat, c'est le combat pour la diffusion de la philosophie et la diffusion de ce pluralisme philosophique que je prône, mais je comprends qu'on ait d'autres aspirations et d'autres combats à mener. Est-ce que ton combat est compatible avec le fait d'être plus heureux? Ça, c'est une vraie question. Je sais pas. Plus ça va, plus j'ai l'impression que le bonheur est indépendant de ce qu'on fait. Alors c'est bizarre, dit comme ça, et puis c'est peut-être encore plus bizarre de la part de quelqu'un qui parle de philosophie.
puisqu'au départ, la philosophie, c'est la recherche de la vie bonne et du bonheur. Mais j'ai l'impression qu'on peut vraiment faire une séparation entre ce qu'on fait et ce qu'on est, notre état. Je connais beaucoup de gens qui ont une vie très épanouissante et qui sont malheureux. Je connais aussi beaucoup de gens qui ont une vie qui n'est pas extraordinaire, hein, sur le papier en tout cas, et qui sont heureux. Et quand je dis heureux, c'est pas un bonheur démonstratif. C'est pas une forme d'exubérance. Un état intérieur. Ouais, c'est un état de paix. Un état, comme les stoïciens disaient, d'ataraxie. L'absence de trouble. Et moi, j'ai eu des moments d'absence de trouble dans ma vie qui n'étaient pas forcément les moments où j'étais matériellement le plus à l'aise. Le moment où j'étais sans doute le plus en paix avec moi-même, c'était le moment où je roulais en Twingo. Tu vois. Donc, on sait tous, même s'il faut quand même le rappeler, que l'argent ne fait pas le bonheur. Hein. L'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. On connaît la formule. Mais disons qu'on sait tous que ce ne sont pas les biens matériels qui nous font être heureux, mais les biens matériels peuvent contribuer à nous donner l'impression d'avoir réussi, ce qui serait une première marche et un premier pas vers le bonheur. Et c'est en cela que je dis que le bonheur n'est pas forcément lié à ce qu'on fait, même si c'est un peu contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure. Je disais se lever tous les matins en sachant qu'on va faire ce qui nous plaît, c'est génial. Mais en fait, non, c'est pas contradictoire. C'est parce que je parlais à ce moment-là de réussite et pas forcément de bonheur. Et c'est pas exactement la même chose, en fait. Donc je dirais que le bonheur, tu sais, je sais pas si tu connais l'étymologie. Bonne heure, ça veut dire le heureux hasard. Comme si le bonheur était quelque chose qui nous arrivait par hasard. Donc qui pouvait arriver ou ne pas arriver, qui nous tombait plus ou moins dessus. Et c'est peut-être pas totalement faux. Peut-être que parfois, on peut être heureux malgré soi, sans le vouloir, sans le faire exprès. Hein, je dirais que contrairement à la notoriété, le bonheur peut s'obtenir sans qu'on le cherche. Être touché par la grâce ou être prédéterminé, pour le coup, à être heureux. Et parfois, on peut courir toute sa vie après un bonheur qui ne viendra jamais. C'est vraiment une question perpétuelle que je me pose, cette dualité ou ce potentiellement paradoxe entre savoir ses pouvoirs, mais je pense que c'est aussi du coup ne plus pouvoir fermer les yeux, et plus on sait, plus ça peut être difficile de vivre avec ce savoir. Donc l'ignorance est-elle plus souhaitable, mais elle nous limite aussi d'une certaine manière. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elle protège aussi beaucoup. Bien sûr. Bah là, pour le coup, c'est Schopenhauer qui parlait de ça. Et il disait que l'intelligence était une malédiction parce qu'elle nous condamnait au malheur. Au sens où plus on est conscient de la réalité, et plus ça ne peut que nous rendre malheureux, de savoir. Et c'est vrai que maintenant qu'on a des moyens d'information et de communication qui nous permettent de savoir ce qui se passe aux quatre coins de la planète, on se rend compte des drames humains que vivent beaucoup de gens et dont nous sommes épargnés, hein, pour la plupart. Mais que ce soit les conflits au Moyen-Orient, que ce soit les situations de détresse sociale, économique, les maladies. Et quand on est conscient de ça, ça paraît difficile de vivre heureux et de se dire « Oh, bah finalement, c'est comme ça, c'est la vie ». Bah oui, mais c'est quand même compliqué de vivre avec ça. Alors, tu sais, la phrase qui dit « Heureux les simples d'esprit », je pense que c'est un peu ce que tu disais. Parfois, l'ignorance est un moyen de ne pas s'infliger du malheur. Et donc, parfois, ne pas réfléchir, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour rester heureux. Moi, j'ai une autre position là-dessus. Là-dessus, je suis assez stoïcien et assez spinozien, puisque les deux disent la même chose à ce niveau-là. C'est que tu peux être conscient de choses qui sont dramatiques. La question, c'est qu'est-ce que tu laisses t'affecter? Qu'est-ce que tu laisses te toucher? Mais attention, pas au sens en avoir rien à faire, mais plutôt, qu'est-ce que ça va changer que tu sois malheureux d'une situation si tu n'agis pas pour changer cette situation? La question est plus celle de l'action et de ce que tu peux ou ne peux pas changer. Donc la grande phrase des stoïciens, c'est « il y a ce qui dépend de toi, il y a ce qui ne dépend pas de toi ». Quand tu as identifié quelque chose comme ne dépendant pas de toi, eh bien, il ne sert à rien de s'en affecter
Parce que ton affect ne fera qu'apporter du malheur au malheur, quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester les bras croisés. Ça veut dire qu'il faut agir là où on peut agir. Et ne pas être dans une sorte de démonstration d'indignation permanente, comme on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, où on s'indigne de tout, mais on ne change rien. L'indignation ne change rien. À part qu'elle nous donne le sentiment et la bonne conscience de s'être indigné et de l'avoir montré, de l'avoir exprimé. Donc il y a aussi beaucoup ce phénomène d'auto-valorisation et de gratification sociale et symbolique par l'indignation. Je ne dis pas que c'est toujours conscient et je ne dis pas qu'il faut condamner les gens qui s'indignent, je ne dis pas ça du tout. Je dis, qu'est-ce qui change les choses ? Est-ce que c'est l'indignation ou est-ce que c'est l'action ? Il y a un philosophe contemporain, très controversé d'ailleurs, qui s'appelle Peter Singer, et lui il développe un concept qui est le concept d'altruisme efficace. Et en fait il dit que si on veut agir sur un problème, il faut identifier les moyens d'agir dessus, donc de résoudre le problème, et il faut le faire d'une manière efficace. C'est-à-dire un peu comme... c'est curieux parce que il faut faire comme si on était des machines et agir efficacement sans se poser de questions. Et après retourner à notre vie normale et ne plus y penser. Mais quelque part, il a raison. Quelque part, il a raison parce que c'est ça qui a le plus d'impact. C'est agir efficacement sur un problème et puis ensuite, reprendre de l'énergie. Et pas simplement de gaspiller son énergie par l'indignation publique. Mais pour en revenir à ta question, quand même, je ne sais pas si ça vaut le coup de se mettre des œillères sur le monde pour être plus heureux. Je pense que ce serait un bonheur factice dans tous les cas. Et je pense que même quand on n'est pas informé de ce qui se passe dans le monde, il y a quand même des raisons très proches de soi d'être malheureux. Et donc finalement, je suis même pas sûr que ce soit une bonne technique au final. Les stoïciens ont vachement le vent en poupe, je trouve. Enfin, la pensée stoïcienne. J'ai reçu sur ce podcast Fabrice Midal qui les déteste, Ouais. qui dit que c'est pas humain. D'un autre côté, c'est vrai que c'est assez séduisant cette idée finalement selon laquelle on pourrait maîtriser ses émotions, parce que dans ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'en fait c'est surtout ça l'enjeu. Tu vois, je pense que tout le monde aimerait se dire, ok, je sais ça, mais je ne laisse pas m'affecter. Dans les faits, comment on fait ? Bah oui, parce que effectivement, je comprends les gens qui n'aiment pas le stoïcisme. Parce que précisément, si le stoïcisme nous dit on peut couper l'interrupteur de l'émotion, bah non, ça marche pas comme ça. Il n'y a pas de bouton on-off sur les émotions. Heureusement, les stoïciens ne disent pas ça. Les stoïciens disent que l'émotion, on la subit. Et c'est vrai, hein, on n'est pas responsable de ses émotions, mais on est responsable de la manière dont on réagit à ces émotions. Je vais prendre un exemple très concret. Imagine que tu es en voiture et qu'un imbécile d'automobiliste te coupe la priorité. Ton réflexe, j'insiste sur le mot, ça va être de t'énerver, peut-être de l'insulter, peut-être de klaxonner. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, tu as eu peur et que tu vas extérioriser cette peur sous la forme de l'insulte. La question, c'est de savoir, maintenant que cette émotion est là, qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu la nourris ou est-ce que tu la lâches ? Tu sais, quand on dit le lâcher prise, ben c'est ça. Lâcher l'émotion, ça veut dire, c'est bon, c'est fait, j'ai sorti ce que j'avais à sortir, je ne vais pas non plus pourrir ma journée à cause d'un imbécile que j'aurais oublié de toute façon dans 10 minutes. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de gaspiller mon énergie et surtout de me rendre mal, de créer du mal-être en moi pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine et surtout pour quelqu'un qui n'entend même pas ce que je suis en train de lui dire, tu vois. Quand on est dans la voiture, on est tout seul. Je prends vraiment cet exemple typique parce que on est dans sa bulle quand on est en voiture. Un peu comme derrière un écran d'ailleurs. Je trouve qu'il y a des similarités. Et donc, on est la première victime de ces émotions à ce moment-là. On est la première cible de sa colère. Hein, c'est ce que les bouddhistes appelaient la deuxième flèche. La première flèche, c'est la douleur. La deuxième, c'est la souffrance. La douleur, c'est ce qu'on ressent quand on vit un événement désagréable. La souffrance, c'est ce qu'on rajoute derrière la douleur et qui entretient et qui ravive la douleur initiale. Et bien ça, les stoïciens nous disent on en est responsable. Et ils disent pas que c'est facile de lâcher prise, de se détacher. Mais ils disent que
le propre de l'être humain, c'est d'être capable de comprendre que ça ne sert à rien. Et donc, si le but, c'est d'avoir une vie heureuse, il serait temps d'essayer, au début en tout cas, d'essayer de se détacher émotionnellement de ce qui ne change rien, de ce qui ne vaut pas la peine, de ce qui n'a pas d'efficience, de ce qui ne peut pas être changé. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on devient des robots, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus des humains, ça veut dire qu'on utilise cette capacité proprement humaine à avoir conscience que nos émotions ne servent à rien et essayer de s'en détacher. Mais par contre, je pense que ça ne se fait pas par la théorie, je pense que ça se fait par la pratique, je pense que ça se fait par l'entraînement, par l'habitude, un peu comme quand on va à la salle de sport. Je veux dire, un sportif, il ne va pas du jour au lendemain soulever 130 kilos au développé couché. Un jour, il va aller à la salle, il va porter une barre à vide, et puis petit à petit, il va augmenter les poids. Et je pense que c'est pareil avec tout ce qui est de l'ordre du développement personnel, puisque c'est de ça qu'on parle, le stoïcisme est très à la mode, parce que ça rejoint le développement personnel. Mais sauf que y a pas de bouton on-off, c'est plus un apprentissage, un processus d'amélioration de soi et en tout cas d'essayer d'aller vers quelque chose de maîtrisé. Essayer de maîtriser un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que n'oublions pas que notre vie, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous malgré tout. Tout ce qu'on aura vécu à la fin de notre vie, c'est ce qu'on aura vécu à l'intérieur. Et donc, ça peut valoir le coup quand même d'essayer de maîtriser un tant soit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que tu as changé, toi, au cours de ces 10-15 dernières années pour faire en sorte que ce que tu vis à l'intérieur de toi soit plus sain et que tu le subisses moins, en fait? Moi, j'ai eu une grande chance dans ma vie. J'ai beaucoup de chance, finalement, je me rends compte. C'est que j'ai vécu des accidents de vie qui m'ont aidé à prendre conscience de certaines choses, de certains problèmes en moi, et du même coup, à surmonter ces problèmes-là. Par exemple, je dirais qu'il y a 10 ou 15 ans, il y a 15 ans à peu près, j'étais beaucoup plus prétentieux que je ne le suis aujourd'hui. Prétentieux au sens littéral, j'avais la prétention de savoir mieux que les autres. Et donc, quand quelqu'un n'était pas d'accord avec moi, c'est qu'il avait tort, d'une façon ou d'une autre. Et je me le disais pas comme ça. On se le dit jamais comme ça. Mais avec le recul, maintenant, je sais que, au fond de moi, c'est ce que je pensais. Et donc, accident de vie, ça peut être, par exemple, une rupture sentimentale qui fait qu'à un moment donné, tu comprends que tu as été un connard. Quand je dis tu as été un connard, c'est-à-dire tu as cru que c'était ta conception des choses qui était la réalité et tu n'as pas pris en compte la conception qu'avait l'autre de la réalité. Résultat des courses, les deux conceptions sont entrées en collision, ce qui a mené à une séparation. Dans ces moments-là, les moments, tu sais, où tu n'as littéralement que tes yeux pour pleurer, tu as deux alternatives. Soit tu t'entêtes, tu t'obstines et tu continues à croire que tu avais raison et que l'autre avait tort. C'est ce qui crée l'aigreur, l'amertume, le ressentiment. Tu sais, c'est ce qui fait que tu vas parler d'un ex ou d'une ex en l'insultant, en l'injuriant, alors qu'en fait, tu n'exprimes que ta propre frustration d'avoir échoué dans la relation ou d'avoir été toi-même un connard. Tu vois, ça peut arriver. Deuxième option, se dire que personne n'a tort, personne n'a raison. Alors si, les gens ont plus ou moins tort, plus ou moins raison, mais que si tu pensais que l'autre avait tort et que toi, tu avais raison, en fait, tu t'es mis le doigt dans l'œil. C'est pas comme ça, c'est plus complexe que ça. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on entre dans ce dont on parlait, à savoir l'empathie intellectuelle, ou l'empathie tout court d'ailleurs, émotionnelle aussi, c'est très important, de comprendre que le monde ne se réduit pas à la représentation qu'on en a, et que les gens, ils existent indépendamment de ce qu'on voudrait qu'ils soient. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, et que tu sois content ou pas content, ça ne changera pas grand-chose. Parce qu'en fait, on n'a pas d'emprise sur l'autre, ou alors si on en a, c'est très malsain. Et le monde n'obéit pas à notre idéal. Tu sais, il y a ce que j'appelle le rêve de maîtrise, ou l'illusion de contrôle du monde et des autres. C'est quand on pense qu'on a le pouvoir de contrôler les autres, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, et ça ne marche pas comme ça. Et donc, accepter ça, je trouve que c'est très positif dans une démarche de développement personnel, parce que ça te rend plus en paix avec les autres. Ça te donne moins d'attente vis-à-vis des autres. Parce que l'attente est souvent, tu sais, quand on dit « j'attends quelque chose de quelqu'un », j'attends, ça veut dire ce que ça veut dire. J'attends, vas-y, fais-le, et tant que tu ne l'auras pas fait, je ne serai pas satisfait. Donc, c'est une pression qu'on met toujours sur les épaules de l'autre. Et ça, forcément, ça tord et ça visse
les interactions et les relations qu'on a avec les autres. Donc ne plus avoir d'attente vis-à-vis des autres, ne plus avoir ce désir que l'autre se conforme à ce qu'on voudrait qu'il fasse, mais laisser les gens être, je trouve que c'est positif. Et c'est là-dessus que j'ai changé dans les 15 dernières années. Quel est le questionnement philosophique qui t'a le plus transformé? Je crois que c'est tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, à savoir le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Le regard que les autres portent sur nous-mêmes et le regard qu'on porte soi sur nous-mêmes, c'est-à-dire ce qu'on imagine être le regard des autres. Moi, je m'amuse souvent dans mes épisodes à mettre en scène des petites anecdotes de vie. Et puis, quand je parle du regard de l'autre, je dis toujours, mais quand vous voyez passer quelqu'un dans la rue, vous êtes à la terrasse d'un café, et vous regardez la personne qui passe. Est-ce que vous passez des heures à décortiquer et à juger la personne intérieurement, à la dévaloriser, à l'insulter? Non. La personne passe parce que c'est ce que font les gens, ils passent. Pourquoi croyez-vous que les gens, du coup, vous jugent, vous observent, vous scrutent? Est-ce que ce n'est pas vous qui projetez vos propres angoisses et vos propres insécurités dans le regard des autres? Autrement dit, pour le dire d'une manière brutale, les gens s'en foutent. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de toi. Voilà, exactement. C'est la phrase dans « Il était une fois le Bronx ». Tout le monde s'en fout. On crée des problèmes mentalement à partir de ce qu'on imagine être la réalité, à partir de ce qu'on imagine être les pensées de l'autre, et bien souvent, ce n'est que dans notre tête. Et donc, on crée du mal-être et on crée de l'auto, tu sais, ce que j'appelle le tribunal intérieur. Le tribunal intérieur, c'est quand on se passe soi-même à la loupe de l'inculpation. Et que, voilà, ce qui est une variante de l'ego, d'ailleurs. Parce que dans les deux cas, que ce soit un ego positif ou un ego négatif, c'est se croire le centre de tout. Donc c'est du nombrilisme, qu'il soit positif ou négatif. Moi, je dirais que c'est là-dessus que j'ai beaucoup évolué, grâce, entre autres, à la philosophie. Mais souvent, la philosophie, je vais être totalement honnête, elle ne nous fait pas changer. Elle met des mots sur des situations qui nous font changer. Tu sais, c'est comme quand tu donnes un conseil à quelqu'un, souvent le conseil, il va rentrer dans une oreille, il va sortir par l'autre. Et c'est 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard que le conseil fera sens. Parce qu'il va correspondre à une situation de vie que la personne aura vécue. Et à ce moment-là, le conseil prendra toute sa valeur. Et bien, la philosophie, c'est un peu la même chose. On lit des philosophes, on écoute des podcasts de philosophie, on se dit « ouais, d'accord, ok, bon, pourquoi pas ». Mais si ça ne fait pas écho, si ça n'entre pas en résonance avec une situation concrète de vie, souvent, on oublie, on passe à autre chose. Et moi, j'ai pu constater que les gens aimaient ce que je faisais en philosophie quand ça faisait écho à des situations de vie ou à des événements qu'ils avaient vécus. Et moi-même, quand je fais un épisode, je mentirais si je disais que ce n'est pas inspiré de ma propre vie. Même certains exemples, parfois. Parce que ce sont les choses incarnées qui nous intéressent. Ce sont les choses incarnées qui font sens, qui nous donnent envie de réfléchir, qui nous donnent envie de comprendre. Donc voilà, la question du regard en général m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent et qui s'intéressent à la philo, qui ont envie d'en faire, mais qui se disent qu'ils ne savent pas par où commencer, ils n'ont pas le temps. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé au début, peut-être, quand tu commençais à étudier la philo, à ne pas te laisser submerger par... tu disais, la complexité. Est-ce qu'il y aurait des méthodes, tu vois, que tu as pour essayer d'être efficace sans être exhaustif? Bon, le premier conseil que je donnerais aux gens, c'est de lire mon livre, puisque je l'ai écrit pour ça. C'est vrai. La philosophie, c'est pour vous aussi. Ça part d'un désir de créer le livre par lequel on peut entrer dans la philosophie, parce que c'est une question qu'on me pose depuis des années. Charles, par quel livre est-ce que je peux commencer pour m'intéresser à la philosophie? Et je donne toujours les mêmes réponses, qui sont des réponses un peu bateau, un peu toutes faites. Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, parce que ça se lit facilement, parce que ça fait écho à des préoccupations que tout le monde peut avoir. Il y a une forme d'universalité, disons, dans ce questionnement de Marc Aurèle. Je renvoie aussi les gens, ça peut paraître bizarre, mais vers des abécédaires de philosophie. Parce que souvent, ce qui fait défaut en philosophie, c'est le vocabulaire. C'est qu'on ne comprend pas les mots. Et en plus, ce qui est particulier avec les philosophes, c'est qu'ils aiment bien prendre un mot qui existe déjà et lui donner une autre définition. Tu vois. On a du mal à s'en sortir. Donc, lire des abécédaires.
Et surtout, je dis aux gens, ne croyez pas que la philosophie, c'est forcément des livres poussiéreux et ennuyeux. Si vous écoutez des podcasts de philosophie, que ça vous plaît, que ça vous intéresse, ne culpabilisez pas et ne partez pas du principe que c'est pas de la vraie philosophie. Parce que c'est quoi la vraie philosophie? C'est la philosophie que personne ne comprend. C'est la philosophie que seul, je sais pas, 1% de la population est capable de comprendre parce qu'ils ont fait des études de philosophie. Bon ben si c'est ça la vraie philosophie, peut-être que la vraie philosophie ne vaut pas le coup dans ce cas-là. Autant faire des choses plus amusantes et plus stimulantes. Non, essayez de trouver soit le bon vulgarisateur, le bon format, la bonne méthode, celle qui nous correspond en tout cas, pour s'y intéresser. Je pense qu'une méthode est efficace quand elle nous fait rester, quand on a envie de continuer, quand on a envie d'approfondir. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas m'écouter, moi, mais qui vont écouter d'autres vulgarisateurs de philosophie. Je dis, bah, c'est très bien. Ça veut dire que vous savez déjà ce que vous n'aimez pas, et ça veut dire que vous avez trouvé le vulgarisateur qui vous donne envie de vous y intéresser. Bah, tant mieux, il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts. Mais en tout cas, je dirais qu'il n'y a pas de méthode miracle. Il y a ce qui va nous accrocher à un moment donné. Il y a ce qui va retenir notre attention. Il y a ce avec quoi on va se sentir en affinité qui fait qu'on va avoir envie d'aller plus loin. Je ne dénigrerai jamais les podcasts de philosophie, les vidéos de philosophie, même si je ne les aime pas personnellement, même si je trouve que c'est pas bon, même si je trouve que c'est trop superficiel ou au contraire que c'est trop complexe. Parce que il en faut pour tout le monde. Tant que ça reste fidèle, en fait, c'est ça l'enjeu, parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde a la parole aussi, plus personne ne l'a, donc ça peut être difficile de savoir qui écouter. Comment tu continues à progresser? Comment tu fais pour ne pas stagner? En termes de philosophie... Pas que, hein. Ouais, voilà. C'est pour ça que... T'as deux réponses. Ouais, exactement. Ok. En termes de philosophie, je me comporte comme si j'étais encore étudiant. C'est-à-dire que je passe mes journées, mes semaines à lire, à relire, à découvrir des auteurs que je croyais connaître et que finalement je ne connaissais pas, des auteurs que je ne connaissais pas et dont finalement, en quelques lignes, j'ai compris ce qu'ils voulaient dire et la suite me le confirme. Donc je travaille vraiment comme un étudiant, c'est-à-dire je bosse énormément et je lis beaucoup et j'écris beaucoup et ça m'aide à apprendre. Là, dernièrement, j'ai travaillé sur un épisode sur Ionesco. Et Ionesco, c'est un auteur qu'on aborde quand on est au lycée, souvent en cours de français. Voilà. On étudie Rhinocéros, le théâtre de l'absurde. Et puis, on passe à autre chose. Voilà, les années passent. On croit connaître. On se dit, ah ben oui, Ionesco, je connais. Et en fait, non. Et on redécouvre. On s'aperçoit que ce n'était pas aussi simple que ce qu'on avait cru comprendre, etc., etc. Donc, je suis dans ce cheminement permanent et perpétuel d'apprentissage et de réapprentissage des auteurs. Maintenant, dans ma vie personnelle, j'essaye d'être conscient de mes défauts. Et pour être conscient de ces défauts, il y a une méthode que je préconise. C'est quand on fait quelque chose de se prendre en flagrant délit de ce défaut. C'est-à-dire que... Enfin, c'est de l'autovigilance un peu. Oui, c'est ça, c'est de l'autovigilance. Après, c'est pas une fin en soi, l'autovigilance. Mais c'est, comme on le disait tout à l'heure, je pense que pour changer une habitude, il n'y a pas 50 solutions. Il faut la détecter, donc il faut se surveiller, en quelque sorte. Il faut se surveiller et s'obliger à perdre cette habitude, souvent en la remplaçant par une autre. Il ne faut pas dire, tu sais, j'arrête de fumer, il faut se dire, je commence à prendre soin de ma santé. Il ne faut pas se dire, j'arrête de rester devant la télé. Non, il faut dire, je vais commencer le sport, par exemple. Tu remplaces une habitude par une autre. Et des fois, il faut se prendre en flagrant délit de comportements qu'on n'aime pas, ou dont on comprend que les autres ne l'aiment pas, et puis commencer à essayer de le remplacer par un autre comportement, ou d'essayer d'annuler ce mauvais comportement qu'on ne veut pas faire subir aux autres, typiquement, hein, parce que tu sais, plus les gens vieillissent et plus ils sont difficiles à changer. Ouais. Hein, bah oui, parce que plus t'es vieux et plus tu vois pas l'intérêt de faire des efforts, parce qu'après tout, les gens ils te supportent déjà. Donc, si les gens t'ont supporté jusqu'à 60 ou 70 ans, pourquoi je changerais, tu vois, c'est un peu ça un peu ça le raisonnement de tout un chacun. Donc, des fois, les gens acceptent et ils aimeraient bien que ça se passe mieux, quoi, que tu sois moins désagréable, que tu sois moins auto-centré, que tu sois moins stressé, parce que quelqu'un qui est stressé va stresser les autres, etc. Donc l'autosurveillance et l'autovigilance, et aussi tenir compte de ce que nous disent les autres, tout simplement, parce que toujours dans cette problématique du regard des autres, parfois on ne se voit pas. Déjà, quand on se regarde dans le miroir, on ne se voit pas, puisqu'on voit un reflet
déformé et inversé de soi-même, dans lequel on va projeter nos propres projections, nos propres insécurités, nos propres traumatismes, nos propres complexes. Hein. On ne se voit jamais tel qu'on est dans le miroir. Hein. On voit souvent ses défauts. Et on est ceux qui voient le plus nos défauts et les autres ne les voient pas forcément. C'est vrai. Pardon, je me permets de faire une aparté parce que ça me fait réfléchir à ce que tu dis. Et j'y avais jamais vraiment pensé comme ça. Parce que j'avais envie de te dire, enfin si, on se voit. Mais en fait, c'est vrai que comme le miroir est quelque chose de très objectif, on part du principe que le reflet qu'il nous renvoie est réel, mais c'est sous-estimer le fait que ce reflet est porté par nous-mêmes, par nos attentes, par nos projections, par nos insécurités. Et que finalement, même si le reflet est vrai, la perception qu'on en a n'est pas, elle, est subjective, quoi. Totalement. Mais oui, parce que tu vas te voir de la manière dont tu as été plus ou moins conditionné, ou en tout cas habitué à te considérer. Et c'est presque comme si le regard n'était pas une affaire de perception, mais une affaire de projection. Et tu vas poser sur ta perception une projection qui est plutôt mentale, psychologique ou émotionnelle. Tu vois, t'as des gens qui vont se trouver moches, qui vont se trouver gros, qui vont se trouver tout ce qu'on veut, alors que toi, tu as l'impression que objectivement, pas du tout. Mais parce que le objectivement dans cette situation n'a pas vraiment de sens. Parce que le ressenti qu'on a et la perception qu'on a, justement, est très subjective et très liée à nos propres affects. Donc tenir compte de ce que nous disent les autres, parce que les autres n'ont pas toujours raison, y compris sur nous d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, ils sont une sorte d'information qui mérite d'être prise en compte. Et que pour moi, ne pas être un vieux con, ça commence par donner à l'autre le crédit des informations qu'il nous livre. Le bénéfice du doute. Ouais, le bénéfice du doute. La personne, elle a peu d'intérêt à inventer des défauts qu'on n'aurait pas. Ça peut arriver, hein, tout peut arriver. Moi, je pars toujours de ce principe-là. Tout est possible, tout peut arriver. Mais statistiquement, on a quand même plus d'intérêt à prendre en compte ce que les autres nous disent. Il n'y a pas tant de chances que ça qu'ils soient en train de nous mentir. J'imagine que t'as pas peur de te lasser parce que la philosophie en elle-même fait que c'est quand même compliqué de faire le tour. Mais est-ce que parfois, t'as pas envie d'aller voir autre chose ? Si, tout le temps. J'ai tout le temps envie de faire d'autres choses que de la philosophie. Et je ne le fais pas parce que je ne me donne pas le temps de le faire. J'allais dire je n'ai pas le temps. Si je disais je n'ai pas le temps, c'est déresponsabilisant. Exactement. Alors il y a des choses que je fais déjà. J'ai des loisirs auxquels je tiens. Pendant longtemps, j'ai fait de la danse, ce qui paraît incongru quand on fait de la philosophie. Quel type de danse ? Danse latine. Ok. Salsa, bachata, merengue, tout ça. J'aime beaucoup. Ça produit beaucoup de sérotonine, la danse. L'hormone du bien-être social. Et ça rapproche. Hein. En danse, d'ailleurs, en danse de couple, on parle de connexion entre le danseur et la danseuse. La connexion, c'est pas l'alchimie, hein, c'est technique. C'est le fait de suivre les mouvements du cavalier, du guideur en tout cas. Mais c'est une activité que j'ai découverte en 2013-2014. Et pour moi, il y a un avant et un après la danse. C'est très important dans le rapport à l'autre, dans le rapport à la décontraction corporelle, dans le rapport au bien-être et aussi à ce qu'on appelle l'instant présent. Parce que quand tu danses, t'es dans l'instant présent. Alors le danseur, le guideur en tout cas, il est un peu obligé d'anticiper ce qu'il va faire. Les passes qu'il fait. Oui, mais au moins, t'es concentré que là-dessus. Enfin, moi, je fais de la danse aussi. Et, voilà. Et c'est vrai que c'est assez magique parce que c'est pas genre lâcher prise dans le sens où on arrête de réfléchir et tout, mais en tout cas, on se concentre que sur une chose et je trouve que c'est déjà extraordinaire en soi. Et après coup, tu te dis, tiens, je me rends compte que j'ai pensé à rien. Quand j'ai pensé à rien, je me rends compte que j'étais pas dans la projection mentale. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que souvent, le mal-être mental vient d'une saturation et d'une pression. Il faut vraiment voir ça comme un contenant qui reçoit trop de choses, trop d'informations, trop de projections. Et donc ça permet de faire le vide et ça fait du bien de faire le vide. Donc parmi les activités que j'affectionne, il y a la danse, mais j'aime bien aussi le cinéma, l'audiovisuel en général d'ailleurs. Et il m'arrive des fois de regarder des documentaires ou des chaînes YouTube,
presque par intérêt cinématographique, où je vais analyser, pendant que je regarde le documentaire ou la vidéo YouTube, les techniques de réalisation et les techniques de montage, parce que ça me passionne. La manière dont on crée un monde, esthétiquement, visuellement, par l'immersion, par le son, par le rythme. Je suis très sensible à ça, très sensible au rythme. Quand je regarde un film ou une série, je fais moi-même comme si j'étais un critique cinématographique en me disant, tiens, la phrase est bien trouvée, ou la traduction française est bien trouvée, ça marche, ça fonctionne. J'adore ça. L'analyse audiovisuelle, qui est une sorte de prolongement ludique de l'analyse littéraire et philosophique, finalement. C'est juste que c'est plus agréable. Pour moi, les cinéphiles sont des lecteurs flemmards. C'est plus facile de regarder un film que de lire un livre. Et puis il y a un côté un peu plus passif du simple fait que voilà, on est face à un écran et on reçoit l'information. Je pense qu'il y a une unité entre les deux approches, et moi j'aime beaucoup ça. L'art et notamment les arts audiovisuels et littéraires. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Ah, ça c'est une excellente question. L'autre fois, avec mon fils qui a 1 an et demi, on a chassé les escargots. Alors je dis chasser parce que je ne sais pas comment ça se dit, mais en tout cas on cherchait les escargots. Parce que mon fils qui parle à peine adore le mot escargot. Et il le répète très souvent. Et pas le plus facile en plus. Et pas le plus facile. Alors il dit pas escargot, il dit cagot, mais on comprend ce que ça veut dire. Et du coup, j'avais jamais cherché les escargots. Et je me suis interrogé sur où trouver les escargots, le fait qu'il ait plu, est-ce que ça va favoriser ou pas. Enfin, je dis absolument rien, tu vois. Donc je fais des activités d'enfant avec mon enfant pour la première fois. Parce que ce sont des activités que moi-même je ne faisais pas étant enfant. J'ai grandi en ville. Donc la chasse aux escargots, c'était pas la chose la plus accessible. Ouais, voilà, accessible. C'est pas la première chose qui venait à l'esprit. Et donc je suis maintenant dans ce rôle-là de réenchanter un petit peu ma vie quotidienne par des petites choses toutes simples d'enfant. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup parce que tu sais, dans Rocky V, j'ai des références extrêmement, tu vois, comme quoi extrêmement élitistes. Dans Rocky V, Rocky dit à son fils, le fait de t'avoir est comme une renaissance. Et son fils lui demande de l'expliquer parce qu'il ne comprend pas ce que ça veut dire. Il dit, bah oui, parce que quand je te vois avoir toutes ces choses que je n'ai pas eues, je vis à travers tes yeux et ça me rend heureux. Et on redécouvre souvent l'émerveillement de l'enfance à travers son propre enfant. Et parfois, je suis un peu frustré de ne pas retrouver cet état qu'on a quand on est enfant, ou en tout cas qu'on se souvient d'avoir eu, et des fois on déforme le souvenir, hein, qu'on se souvient d'avoir eu d'émerveillement, de joie et de présence, pour le coup, c'est-à-dire de connexion à l'instant présent, où on est très peu dans la projection et dans l'anticipation. C'est l'école qui nous fait anticiper, parce que l'école, c'est l'apparition de l'agenda, du cahier de texte, de l'emploi du temps, qui fait que quand tu commences ta semaine, tu as déjà en tête tout le déroulé de la semaine. Quand tu es un enfant de moins de 6 ans, tu n'es pas là-dedans, tu es dans l'immédiateté. Et l'immédiateté, c'est l'éternité. C'est l'autre nom de l'éternité. Parfois, j'y réfléchis et je me dis, je crois qu'il n'y a rien de plus beau que l'insouciance. Le mot souci, quand on l'analyse, souci, préoccupation, on s'aperçoit que c'est, là encore, toujours lié à une projection et à ce qu'on imagine devoir faire ou devoir être. Et l'insouciance, c'est le fait de se débarrasser de ça. C'est le fait de se débarrasser de cette pression et de cette injonction imposée par les autres, imposée par la société ou imposée par soi-même, d'être ou de faire, de faire ou d'être d'une certaine manière. Et l'insouciance, je te rejoins, je pense que c'est la forme ultime de sagesse. Parce que c'est l'enfance retrouvée. C'est l'enfance sans les défauts de l'enfance. Qu'est-ce que c'est les défauts de l'enfance ? C'est l'inconscience, qui fait que parfois on va faire des choses dangereuses. Et si on n'a pas le parent pour nous empêcher de trop nous pencher à la fenêtre, c'est dangereux. Si on n'a pas le parent qui nous empêche de traverser la rue sans faire attention, voilà, là encore c'est dangereux. Donc quand on est adulte, on acquiert tous ces réflexes de prudence et de responsabilité. Et malheureusement, ça va souvent de pair avec la perte de cette insouciance et l'entrée dans le souci, l'entrée dans la préoccupation.
et on devient des gens rigides et des gens qui planifient et des gens qui anticipent tout, tant et si bien qu'on ne profite plus. Parce qu'on profite toujours par procuration. Des fois, tu sais, on imagine, voilà, on se projette, on anticipe qu'on va partir en vacances. Et puis finalement, quand on est en vacances, on est déjà en train de projeter la reprise du travail et la rentrée, le retour à la dure réalité. Et ça nous gâche la vie, littéralement. Donc oui, pour moi, tu as résumé le but ultime de la philosophie et de la vie tout court, retrouver l'insouciance. Si tu pouvais mettre un seul livre, autre que le tien, entre les mains de toutes les personnes qui nous écoutent, ce serait lequel ? Je dis souvent que mon roman préféré, c'est L'étranger de Camus, parce que c'est un roman d'une apparence très simple, d'ailleurs c'est un roman très court, qui est écrit dans un style tellement plat que ça en est déconcertant. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre au début ce qui avait fait que ce livre était autant cité comme une grande œuvre littéraire. Et j'ai compris par la suite que c'était justement en partie dû à la simplicité de son style qui provoque un effet d'immersion dans la conscience de l'autre. Et l'étranger, c'est celui qui est étranger à lui-même. L'étranger, c'est aussi l'étrange. Qu'est-ce qui est étrange ? Ce qui nous est étranger. On en revient là encore à ce qu'on disait tout à l'heure. On juge toujours que l'autre a tort. On juge toujours que l'autre est étrange. Et tu sais, c'est Montaigne qui disait que la vraie barbarie, c'était le fait de juger l'autre barbare. Pourquoi ? Parce que quand on juge l'autre barbare, c'est qu'on renonce à le comprendre. Et renoncer à comprendre l'autre, c'est le début de la tyrannie, voire, pire que ça, c'est ce qui ouvre la porte au crime. Parce que c'est considéré que l'autre n'est pas totalement un être humain. Et quand on pense à la place de l'autre, quand on croit avoir mieux compris que les autres, quand on donne des leçons aux autres, on ne se rend pas compte qu'à ce moment-là, on est déjà en train de les déshumaniser. On commence à les déshumaniser. C'est pour ça que moi, je préfère un conflit de point de vue, un conflit assumé comme un conflit. Pour ça, je disais tout à l'heure, identifier l'objectif. Si l'objectif, c'est de gagner la bataille rhétorique, allons-y. Si le but, c'est de comprendre, par contre, il faut prendre conscience que des fois, on déshumanise l'autre sans même s'en rendre compte. On fait de l'autre une marionnette de notre décor existentiel. Et on oublie qu'à l'intérieur, il y a une conscience qui pense, qui ressent, qui réfléchit, qui doute. Souvent, on voit les gens, tu sais, comme faisant des choses. On ne se dit pas que peut-être ils ont douté, que peut-être ils n'ont pas confiance en eux, que peut-être ils croient s'être trompés. Toujours dans l'affirmation et la croyance selon laquelle les autres s'affirment dans tout ce qu'ils font. Parfois non, parfois ils ne s'affirment pas, parfois ils ont peur, ils hésitent, ils recherchent notre validation. C'est complexe, l'autre est complexe. Donc l'étranger, le roman L'étranger, ne parle pas de tout ça, mais rien que le titre cristallise tout ça. Si tu pouvais avoir un autre à ta place sur ce fauteuil et t'écouterais le prochain épisode d'InPower, qui est-ce que tu aimerais entendre ? Tiens, je vais te dire ce qui me passe par la tête. Je vais pas faire une réponse très recherchée et très profonde, très philosophique. J'aimerais bien écouter Jean Dujardin. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai découvert, il y a pas longtemps, que c'était le seul acteur français à avoir eu autant de récompenses à l'international. Aucun Jean-Paul Belmondo, aucun Louis de Funès, aucun Alain Delon n'a eu cette reconnaissance. Alors que c'est un gars qui vient de nulle part. Quand je dis de nulle part, c'est pas très gentil. Il vient de la télé, d'une émission de télé. Je crois que c'était Graines de Star à l'époque. Il a beaucoup été méprisé comme étant un petit humoriste. Et moi-même, j'ai jamais été touché émotionnellement par son jeu d'acteur. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là que je l'avais mal jugé au sens où, voilà, je l'avais déconsidéré sans me rendre compte que ce qu'il a fait, faut le faire. C'est cette fameuse phrase qu'il y a dans Le Pari. Faut le faire. Et c'est vrai que y a des choses, ça nous paraît facile quand les autres les font, mais des fois, faut le faire quand même. Très intéressant. Jean, la porte est grande ouverte. Et je vais te poser la dernière question du podcast. Il va falloir se projeter un peu, mais tu vas voir, c'est une belle projection. C'est une projection positive. Enfin, bon, elle commence mal. Mais demain, tu disparais. Ton heure est venue. Et tu peux laisser à ton fils, sur une petite feuille, les 3 enseignements
qui te sont les plus chers, qui te paraissent les plus importants. Qu'est-ce que tu écris sur cette feuille? Quand tu m'as posé la question, avant que tu aies terminé l'énoncé de ta question, je pensais lui écrire « Je t'aime ». Pourquoi? Parce que c'est une phrase tellement simple, tellement évidente et en même temps tellement sous-estimée, sous-estime l'importance que ça a, que je pense que je lui écrirai ça, je commencerai par lui écrire ça, et j'ajouterai sans doute aime les autres. Alors aime les autres, on dit souvent, tu sais, aimer les autres comme soi-même, c'est pas facile. Parfois d'ailleurs on aime plus les autres que soi-même, donc c'est toujours un constant rééquilibrage. Mais cette idée que l'amour est plus fort que tout, qui paraît une idée creuse, une idée naïve, une idée un peu cucu, comme on dit, bah c'est faux, c'est fondamental. C'est souvent le manque d'amour qui nous conditionne le plus, pour le coup, et qui est à l'origine de nos plus grands traumatismes et de nos plus grandes insécurités. Le fait de ne pas avoir entendu la phrase « je t'aime », prononcée par ses parents, par exemple. Le fait que, du coup, on n'ose pas prononcer cette phrase et la dire aux gens qu'on aime. Et au départ, on le fait par pudeur, on se retient de dire « je t'aime », et puis finalement, on en devient incapable. Et puis cette incapacité, des fois, se reporte également sur nos enfants. On n'ose pas leur dire qu'on les aime. Mais sauf que tant qu'on ne leur a pas dit, tant qu'ils ne l'ont pas entendu, comment peuvent-ils en être certains? Ça ne veut pas dire qu'il suffit de le dire pour le penser, mais ça veut dire que si on ne l'entend pas, on en doutera. Et ce genre de petites évidences qui, à force de ne plus être dites, ne sont plus des évidences. Hein, je dis souvent, il n'y a pas d'évidence. Il n'y a que ce qu'on considère comme étant évident. Mais si on ne dit pas « je t'aime » à quelqu'un, comment peut-il savoir qu'on l'aime? Je pense que c'est important de le dire. Et je pense que c'est important de rappeler qu'il faut le dire. Même si ce n'est pas un enseignement, ça reste une leçon qu'il faut incorporer. Super. Merci Charles Merci pour à cet toi. échange. C'était hyper chouette. Merci pour ce que tu fais. Je pense que tu aides beaucoup, beaucoup de gens. Pour les personnes qui veulent en savoir plus désormais sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Qu'on les redirige directement sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast Le Précepteur. Parce que je suis sur Instagram, mais disons que c'est pas... J'ai eu du mal à te trouver. Hein. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Charles Précepteur. Charles Précepteur, je mettrai ça dans les notes. Voilà. Mais l'essentiel de mon contenu et de mon travail, et comme je tiens quand même à être connu pour mon travail plus que pour ma personne, je redirigerai les gens vers mon podcast et ma chaîne YouTube Le Précepteur. Très bien. Je mettrai tout ça dans les notes et j'espère à très vite. Merci à toi.